Chers collègues, bonjour à toutes et tous. Alors le président Pierre-Alexandre Anglade m'a demandé de présider la séance aujourd'hui puisqu'il va reprendre momentanément sa casquette de député avec Julie Lernos pour présenter un rapport d'information sur les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc pour la fluidité des échanges, il était plus simple qu'un vice-président préside et que Pierre-Alexandre Anglade puisse présenter son point de vue. Je leur donne tout de suite la parole, sans plus attendre. Merci Président. Je m'interroge juste sur le fait de savoir ou non si la vidéo de la commission est lancée, parce que normalement quand le Président appuie, c'est automatique. Peut-être la machine n'a-t-elle pas reconnu la voix du Président habituel, mais est-ce qu'on du coup on attend peut-être que le problème soit... On va voir si la vidéo se met. Là, j'ai appuyé sur le micro. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Bon, bah, on commence pour de vrai. Chers collègues, donc, notre président Pierre-Alexandre Anglade m'a demandé de présider la séance aujourd'hui comme vice-président, puisque avec notre collègue Julie Lernos, ils vont tous les deux présenter un rapport d'information sur les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc pour la fluidité et la clarté des débats, il était mieux que notre collègue Pierre-Alexandre Anglade puisse s'exprimer librement et moi tenir les débats cet après-midi. Je leur laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci d'assurer la présidence de cette séance. Effectivement, je pense que c'est plus fluide et plus simple ainsi. Et vous venez de le dire, nous avons mené avec Julie Lernos depuis maintenant près de 6 mois des auditions sur un rapport pour établir les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et nous proposons aussi par la même occasion de discuter, de débattre et de voter une proposition de résolution européenne sur le sujet. Il y a maintenant un peu plus d'1 an, vous le savez, s'achevait sous présidence française de l'Union européenne la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'était tenue à Strasbourg, à laquelle j'avais participé au titre de l'Assemblée nationale. Et l'exercice lancé à l'initiative du président de la République Emmanuel Macron était alors inédit et constituait une innovation politique et démocratique, puisqu'il s'agissait pour la première fois dans l'histoire de notre Union d'une initiative visant à réformer l'Europe autrement, à la penser différemment et de le faire avec la participation d'une partie des citoyens européens en lien avec les parlementaires européens et les parlements nationaux. À l'issue de ces travaux, chacun s'accorde à reconnaître le succès que représentent les 49 recommandations et recueilli tout à la fois l'assentiment des citoyens qui avaient été désignés, des parlementaires européens, des parlementaires nationaux qui y participaient, des représentants du Conseil, de la Commission européenne, de la société civile, mais aussi des partenaires sociaux. Et donc ce rapport qui a été issu de la conférence est un premier pas important pour faire avancer le débat européen et envoie un message clair et sans ambiguïté. Nous voulons adapter l'Europe aux défis de notre siècle, la changer pour plus de démocratie au sein de ses institutions, pour qu'elle protège mieux les citoyens européens dans un contexte géopolitique bouleversé par les crises. Le travail mené par les citoyens au sein de la conférence durant une année ne doit toutefois pas se cantonner à un exercice de style, et il exige, je crois, de nous que nous lui donnions une suite. C'est le sens de ce rapport, et être fidèle au fond à une phrase qu'avait prononcée le président de la République à Strasbourg au moment de la restitution, qui parlait du serment de Strasbourg. Et donc je crois que nous devons être fidèles à ce serment. Et le rapport et la proposition de résolution que nous vous présentons aujourd'hui ont pour objectif de faire le point sur les états d'avancement de cette conférence et puis d'encourager la mise en œuvre des conclusions qui ne l'ont pas encore été.
Il faut qu'on soit extrêmement clair. Je disais en préalable que cette conférence a été un succès parce qu'elle a été capable de rassembler pendant un an, dans un contexte de Covid, des personnes venues de l'ensemble du continent européen, des parlementaires nationaux, des parlementaires européens. Mais elle ne sera réellement un succès plein et entier que si les conclusions sont mises en œuvre. Et donc le succès est partiel, quelque part, si je puis le dire ainsi. Et donc rien ne doit s'opposer à ce que les 49 recommandations et plus de 326 mesures soient mises en œuvre. Elles peuvent être, pour la plupart d'entre elles, à traité constant. D'ailleurs, les institutions ont déjà lancé beaucoup de réformes. Mais pour autant, à traité constant, nous ne serions pas à la hauteur du serment de Strasbourg que j'évoquais. Et les recommandations, parmi les plus emblématiques de la conférence, nécessitent une renégociation, une révision de nos traités. Alors pourquoi revoir nos traités? Je voudrais préciser quand même au préalable que lorsque l'on mène des réformes, celles-ci doivent se concentrer sur des objectifs politiques et non pas sur des instruments. Et donc un changement de traité, ce n'est pas un projet, c'est un outil possible au service d'une ambition politique. Et je pense que c'est important de le préciser. On ne réforme pas les traités pour le plaisir de réformer les traités. On n'a pas fait une conférence sur l'avenir de l'Europe pour réviser les traités, mais parce qu'on suit des objectifs politiques. Et si pour atteindre ces objectifs politiques, il faut être capable de repenser nos traités, alors il faudra passer par là. Alors pourquoi est-ce que nous pensons, dans le rapport et la proposition de résolution, utile de revoir nos traités? D'abord, pour permettre l'approfondissement démocratique de l'Union en donnant davantage de prérogatives aux citoyens européens et aux institutions européennes. Je pense ici à la possibilité d'organiser un référendum à l'échelle de l'Union, à l'octroi au Parlement européen du droit d'initiative législative ou à la consécration du principe du Spitzenkandidat. Ensuite, parce qu'il faut faire sans tarder changer les modalités de prise de décision dans l'Union européenne. Il n'est plus acceptable qu'un État membre puisse bloquer l'ensemble des négociations. Il y a eu beaucoup d'exemples ces dernières années, je ne reviendrai pas dessus en détail, mais qui ont fait qu'un État, du fait du principe de l'unanimité, avait quasi un droit de veto sur des décisions européennes et qui a permis ainsi de bloquer ou de ralentir la prise de décision. Et donc ce que nous proposons, et ce qu'a proposé la conférence sur l'avenir de l'Europe et que nous soutenons, c'est que nous sortions de l'unanimité pour aller partout où cela est possible vers la majorité qualifiée. Enfin, et surtout, et c'est le troisième point, parce qu'au-delà de sortir l'Europe du cadre actuel dans lequel elle se trouve, qui n'est pas suffisamment agile, il convient de préparer l'avenir. Et je crois que la guerre que nous avons à affronter en Europe, en tout cas qui est de retour sur le continent européen depuis 1 an et demi maintenant, change le contexte dans lequel on se trouve. Nous devons partager le sentiment d'urgence d'arrimer au projet européen des États qui sont à notre frontière immédiate et qui sont l'objet de tentatives de déstabilisation, de contrôle, voire d'annexion pour certains, c'est le cas de l'Ukraine, par des puissances extra-européennes, en l'occurrence ici la Russie, mais qui n'est pas la seule à mener des opérations de déstabilisation dans notre environnement immédiat. On le voit dans les Balkans occidentaux. Et donc, cette question de l'élargissement, au fond, est un impératif pour protéger nos intérêts et une question géopolitique majeure. Et au fond, la question pour nous, ce n'est pas de savoir si nous devons élargir l'Union, ni même quand nous devons le faire, mais comment nous devons le faire. Au fond, comment préparons-nous les élargissements à venir et qui sont inéluctables et qui sont partagés par les États européens. Et donc nous devons avoir ces débats qui sont difficiles, mais qui doivent nous permettre de construire une Europe nouvelle, plus agile, plus efficace, plus puissante, plus souveraine. Et je crois que l'Europe de 2030, c'est une formule, pas un objectif, mais l'Europe des années 2030, l'Europe à plus de 30 ne pourra plus être l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous payer le luxe de fonctionner avec de nouveaux États en gardant les règles qui sont celles que nous avons déjà aujourd'hui et qui parfois se révèlent inefficaces ou qui freinent notre réaction ou nos modes de décision. Et je pense que nous aurons aussi, si nous avons vocation à nous élargir, et c'est ma conviction, que nous aurons à repenser toutes nos grandes politiques historiques, la politique agricole commune, la politique de cohésion, le fonctionnement du marché intérieur. Tout cela devra être évidemment repensé. Donc voilà le principal atout de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, préparer l'avenir. C'est pour ça que nous portons ensemble cette volonté de refondation et de
de révision des traités. C'est ce que le Parlement européen a déjà porté dans une résolution qui a été adoptée le 9 juin 2022. Une nouvelle résolution est en cours de préparation qui pourrait être adoptée prochainement. Et donc, un an après les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe et un an avant les élections européennes de 2024, nous plaidons donc résolument en faveur du lancement d'une procédure de révision des traités qui déboucherait sur la convocation d'une convention. Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur il y a 14 ans maintenant, doit être revu pour prendre la mesure des attentes de nos citoyens, des faiblesses, des incohérences de notre Union, et puis notre capacité à nous adapter aux changements géopolitiques, à l'urgence climatique, aux évolutions technologiques, sociales, de santé que nous aurons à relever ensemble à 27. Merci beaucoup. Je voulais à mon tour remercier l'administrateur pour nous avoir accompagnés dans ce travail d'audition. Il nous semble effectivement que l'Union européenne est à un moment assez carrefour. Ça a été construit comme une solution pour amener la paix sur notre continent européen. Cela a commencé avec le charbon et les traités sur le charbon et l'acier, et en partant du principe qu'en imbriquant nos économies, nous serions moins enclins et interdépendants et moins enclins à se faire la guerre. Sa philosophie a été poussée avec les élargissements successifs pour en faire de l'Europe et de l'Union européenne un territoire de prospérité. C'est aussi en tant que tel qu'il a été reconnu. Cependant, si je dis qu'on est à un moment un peu particulier, c'est vrai que le président Pierre-Alexandre Langlade l'exprimait aussi. Il y a eu un désamour progressif qui s'est instauré vis-à-vis de l'Union européenne, qui s'est caractérisé par l'échec du référendum sur le traité constitutionnel dans les deux pays européens où il a été mené, aussi bien en France qu'aux Pays-Bas. Et c'est un signal important à entendre que l'Europe, pour beaucoup de nos concitoyens, s'est éloignée de son objectif premier et qu'il est aujourd'hui perçu souvent comme lointain, technocratique et libéral, et que le sens du projet européen vient souvent à manquer. Pourtant, nous le savons, l'Europe est un échelon absolument essentiel pour faire face à tous les défis, à tous les nouveaux défis aussi que nous avons résolument en commun. Celui notamment avec la crise et la pandémie du Covid de la santé, mais aussi celui de la protection sociale quand on parle de prospérité, ou encore celui du défi climatique auquel nous sommes chaque jour plus en plus confrontés. Les études démontrent aussi que le continent européen est un des plus touchés aujourd'hui par les effets du dérèglement climatique. Les crises que nous avons vécues ces dernières années ont également démontré que l'Europe est bel et bien une échelle pertinente pour pouvoir agir et faire face à ces crises. La santé avec la pandémie, bien évidemment, mais aussi celle de la défense, la santé comme la défense ne font pas partie des compétences de l'Union européenne, mais on voit souvent qu'en temps de crise, l'Union européenne sait unir ses forces pour justement agir de manière collective. Nous avons donc, et j'en suis intimement convaincue, aujourd'hui besoin de plus d'Europe face à tous ces défis. C'est seulement au niveau de l'Union européenne que nous arriverons résolument à coordonner toutes nos politiques pour notamment lutter contre les inégalités sociales et économiques ou encore contre le changement climatique. Mais pour plus d'Europe, nous devons réussir à surmonter la doctrine libérale qu'elle a imposée et qui l'a éloignée progressivement des citoyens européens. L'Union européenne, en 2023, ne peut plus être seulement un grand marché. Ainsi, la question aujourd'hui n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, mais bien de redessiner le visage de cette nouvelle union pour qu'elle puisse refaire sens et répondre aux défis. Et même si aujourd'hui l'Europe peut paraître obéir à des mécanismes souvent un peu et des décisions obscures et distantes des citoyens, elle reste l'échelon pertinent pour faire face à toutes les crises internationales protéiformes et de plus en plus fréquentes. C'est bien sûr en tant qu'Europe que nous pourrons peser pour mener tous les combats pour plus d'écologie et de justice sociale. Seule l'Union bénéficie d'un poids suffisamment important sur la scène mondiale pour protéger la paix et garantir les droits humains et la justice fiscale pour imposer notamment des règles à des multinationales comme Google, Facebook, Bayer, Monsanto ou encore Total. Pour être légitime et efficace, l'Union européenne doit donc réussir réellement à se réinventer et à incarner une nouvelle communauté sociale et politique qui doit, je l'ai dit, aller au-delà d'une seule communauté économique.
C'est ça qu'on veut dire quand on parle de l'Europe du concret. Une Europe sociale doit, comme le demande le rapport de la conférence, faire de la lutte contre la pauvreté une de ses priorités. La conférence propose en ce sens plusieurs mesures très concrètes, comme un pacte social européen ou encore un cadre européen commun pour les régimes de revenus minimum. Pour devenir une Europe écologique, l'Europe doit conduire des politiques tournées vers une transition écologique juste et sociale, instaurer des normes harmonisées pour des produits de consommation et permettre un étiquetage environnemental. Tout cela constitue, vous le voyez bien, des propositions extrêmement concrètes et tangibles, et c'est de ça aussi dont on a besoin. Mais on a aussi besoin de l'Union européenne pour structurer toutes les réponses et les industries dont nous avons besoin dans le monde de demain. L'Union européenne a à un moment donné cédé à la Chine, notamment sur le photovoltaïque, et on en voit aujourd'hui les néfastes conséquences, et nous avons besoin de résolument se tourner vers l'avenir et de voir ce que nous pouvons faire en commun, puisque aucun pays ou État membre de l'Union européenne ne pourrait faire seul. Enfin, la conférence appelle également à une action de l'Union dans le domaine de la santé, avec l'inscription des soins de santé en tant que compétence partagée entre les États. La pandémie du Covid-19 a montré que les enjeux sanitaires, eux non plus, ne connaissaient pas de frontières, et de nombreux États membres, parfois même des membres fondateurs, sont confrontés à des déficiences dans leur système de santé. Et donc, l'Europe doit là aussi encourager et aider les États membres à garantir un accès universel aux services de santé, y compris à la santé mentale, notamment en luttant contre les déserts médicaux. Mais plus d'Europe, ça veut dire en essence 3 choses. Plus de compétences, plus de décisions, mais aussi plus de démocratie. Plus de compétences, le président Anglade le disait, parce que pour pouvoir devenir cette Europe du concret, l'Europe doit acquérir plus de compétences sur des sujets absolument fondamentaux aujourd'hui. Je l'ai déjà évoqué, mais je veux bien évidemment parler de la santé, notamment du social et de l'environnement. Plus de décisions, cela implique de sortir aussi du système de vote à l'unanimité qui bloque souvent les négociations européennes pour passer à un système de majorité qualifiée. Cela permettrait notamment d'éviter un usage excessif du droit de veto et de faire avancer des sujets clés comme la politique sociale ou encore la politique fiscale. Plus de démocratie, enfin, c'est rapprocher les institutions de l'Union européenne des citoyens et leur permettre de peser plus sur des décisions qui les concernent et qui ont un impact direct sur leur vie. La conférence sur l'avenir de l'Europe constitue une première tentative pour rapprocher de manière effective les citoyens de l'Union. C'est, et on l'a rappelé dans le rapport, un exercice de consultation inédit puisqu'il n'avait jamais été mené et qu'il a été mené malgré les conditions difficiles du fait de la pandémie à son terme. Et il était sans doute nécessaire au niveau européen. Cela veut dire, c'est une première expérience, qu'il n'est pas exempt de pistes d'amélioration. Il faut se rendre à l'évidence, outre les citoyens particulièrement bien informés sur les questions européennes, très peu ont en réalité entendu parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Par ailleurs, le choix qui a été très politique du président de la République de ne pas décaler la présidence de l'Union pour éviter une juxtaposition avec la période électorale explique peut-être une partie du manque d'intérêt en France sur cette conférence. Je tiens à préciser que reconnaître les limites n'est en rien une offense aux citoyens et à l'exercice qui a été mené, mais constitue au contraire une remarque constructive pour que les dispositifs de démocratie délibérative européenne à venir ne soient pas un simple exercice médiatique et symbolique, mais qu'on puisse réellement s'appuyer dessus pour en tirer les leçons et en faire un modèle pour plus de démocratie. Comme l'a dit mon co-rapporteur, pour plus de démocratie, il faut passer à des listes notamment transnationales, permettre aux citoyens de l'Union européenne de peser davantage dans le choix du ou de la présidente de la Commission européenne et de renforcer les droits du Parlement européen, le dotant notamment d'un droit d'initiative législative. Toutes ces mesures sont essentielles pour accroître la légitimité démocratique du Parlement européen et renforcer, ce qui est important, particulièrement important dans la période, la confiance des citoyens envers les institutions. J'en arrive donc à la même conclusion que les citoyens ayant participé à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Pour plus d'Europe, il faut réviser les traités européens. L'Union doit, afin de relever les défis auxquels elle est confrontée, tendre vers plus de fédéralisme et réformer la manière dont fonctionnent les institutions. Et puis nous devons mettre, pour parachever l'exercice démocratique aussi, en œuvre les propositions qui ont été édictées.
Une grande partie des propositions, mon co-rapporteur le rappelait, peuvent être mises en œuvre sans réviser et procéder à une révision des traités. Mais il est nécessaire pour autant que toutes les institutions européennes se saisissent des conclusions pour y donner suite, puisque toute apparence de désintérêt de la part des institutions de l'Union ferait en effet courir le risque d'un désengagement des citoyens, voire d'une montée absolument contre-productive de leur méfiance envers les institutions. Je le disais en introduction, nous sommes à un momentum européen pour décider ce que sera notre Union. Le succès du projet européen dépend de notre capacité à susciter l'adhésion des citoyens à un projet résolument social et écologique. Nous ne pouvons pas, et nous le savons, construire l'Union par le haut, en restreignant le débat à une poignée d'intellectuels pro-européens, mais c'est, je crois, le principal legs de la conférence, construire ensemble une Europe qui protège. Et j'insiste sur un dernier point. L'Europe ne doit pas être une instance institutionnelle obscure et distante des citoyens, alors même qu'elle est nécessaire et absolument fondamentale pour surmonter les défis de notre siècle. Au contraire, la révision des traités doit permettre de véritablement redonner un nouveau souffle au projet européen pour enfin fonder une Europe du concret pour répondre aux différentes crises. Il nous appartient donc, mes chers collègues, de le faire sortir de ces carcans libéraux pour enfin redonner du sens à cette union. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'en profite pour accueillir Perrine Goulet qui nous rejoint au sein de la commission. On passe aux orateurs de groupe. Madame la ministre Klinkert pour Renaissance. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pardon ? Oui. La conférence sur l'avenir de l'Europe est en effet une initiative tout à fait capitale qui vise à ouvrir un vaste débat sur l'orientation et les réformes de l'Union européenne. Elle représente aussi une opportunité que je qualifierais de sans précédent pour faire participer les citoyens, la société civile, les institutions européennes, les États membres et les parties prenantes dans une discussion vraiment approfondie sur les grandes questions européennes. Ce sont des panels citoyens, des conférences multilingues, ce sont aussi des plateformes en ligne et différents outils participatifs qui ont été mis en place pour permettre une large participation et puis aussi une diversité d'opinions. 49 propositions sur des sujets tels que l'énergie, la santé, l'éducation ont été formulées et adoptées et présentées aux présidentes et présidents de nos institutions européennes le 9 mai 2022. Ainsi, la conférence sur l'avenir de l'Europe a été conçue pour répondre aux défis et répondre aux aspirations des citoyens européens qui souhaitent s'exprimer sur les politiques de l'Union européenne, son fonctionnement démocratique, ses valeurs et sa place dans le monde. Néanmoins, comme l'indique votre rapport, la conférence a suscité, il faut le dire, peu de débats au-delà du cercle des participants, d'autant qu'elle a eu malheureusement une portée médiatique relativement faible. Ainsi, je pense, comme vous et avec le groupe Renaissance, qu'il faut instaurer une dynamique durable qui impliquerait davantage et plus régulièrement les citoyens européens à la prise de décision sur les politiques européennes. Et puis, j'ai également une question à vous poser. Comment est-ce que les travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe vont à présent pouvoir se concrétiser, puisque l'attente est forte de la part de nos concitoyens, et nos concitoyens attendent à juste titre du concret de l'Europe. Je vous remercie pour l'excellent rapport que vous nous avez présenté cet après-midi et pour l'engagement qui est le vôtre sur ce sujet. Merci Madame la Ministre. Thibault François pour le groupe Rassemblement National. Je vous remercie Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je souhaiterais partager avec vous certaines inquiétudes concernant la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors que cette initiative vise à prétendre façonner l'avenir de notre continent, il est essentiel d'aborder certains aspects de la politique européenne qui suscitent des préoccupations et de nombreuses inquiétudes pour les peuples d'Europe et notamment pour les Français. Tout d'abord, il est important d'évaluer attentivement les implications de la politique d'élargissement de l'Union européenne, notamment aux pays des Balkans. Des problèmes tels que la corruption, la criminalité organisée et les tensions ethniques subsistent dans certains pays de la région, ce qui soulève évidemment des doutes quant à leur préparation réelle à rejoindre l'Union européenne.
La route des Balkans occidentaux continue d'être la plus empruntée par les migrants, avec une augmentation de 170% sur une seule année. D'ailleurs, l'agence Frontex a même dénoncé les migrations clandestines qui les traversent, affirmant avoir détecté plus de 130 000 passages frontaliers irréguliers aux frontières extérieures de l'Union européenne sur la route des Balkans occidentaux entre seulement janvier et novembre 2022. Alors notre parti, le Rassemblement national, continuera de s'opposer à tout élargissement de l'Union européenne et nous maintiendrons notre volonté d'organiser un référendum pour demander l'avis des Français sur ce sujet. Ayez donc ce courage de proposer ce référendum. Sur la question du renforcement des institutions européennes, qui sont technocratiques et bureaucratiques aux yeux de nos compatriotes, il est crucial de maintenir un équilibre entre l'efficacité décisionnelle et la représentation démocratique, qui a bien évidemment été rompue depuis plusieurs années par l'Union européenne actuelle. L'instauration de listes transnationales éloignerait évidemment de plus en plus et encore plus le peuple de leur propre représentation au sein d'un Parlement européen qui serait élu dans d'autres pays européens, par exemple. Trop souvent, nous constatons une centralisation du pouvoir dans des instances qui ne sont pas directement élues en plus par les citoyens, ni même contrôlées, comme la Commission européenne. Il est essentiel de garantir que les décisions qui sont prises au niveau européen reflètent véritablement les intérêts et les préoccupations des citoyens de tous les États membres. Renforcer la transparence et la participation citoyenne sont indispensables pour construire une Europe qui est libre et véritablement démocratique en respectant l'intégralité des décisions prises par les peuples. Avec cette conférence sur l'avenir organisée par la France entre 2021 et 2022, en pleine présidence tournante de l'Union européenne, ainsi qu'en pleine campagne présidentielle d'ailleurs, Bruxelles continue de promouvoir sa vision immigrationniste et qui souhaite s'élargir avec le soutien complet et total de la Macronie au détriment de politiques qui soient responsables au profit des nations et notamment de la France elle-même. Sans surprise, cette conférence n'aboutira à rien de concret, alors que des réformes tangibles sont beaucoup plus importantes que de simples recommandations qui finiront par être oubliées dans les méandres de la bureaucratie, comme je peux vous le prédire, le démontrera le résultat des prochaines élections européennes. Je vous remercie. Gabriel Amar pour la France Insoumise. Oui, merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur le rapporteur, merci. Je salue d'abord votre initiative de nous proposer une résolution pour donner suite à la conférence sur l'avenir de l'Europe. La France a, de par son histoire, une place singulière en matière de paix, d'indépendance, au plan diplomatique ou de défense, en matière de services publics, et cela mérite et mériterait des approfondissements que le temps qui nous est imparti ne vont pas me permettre de développer. Il est important de rappeler et nécessaire que les processus de décision et de participation politique au niveau européen résulte de débats et de délibérations publiques où tous les citoyens peuvent saisir pleinement le sujet. Je note particulièrement l'article appelant à la révision des traités de l'Union européenne. Cela fait maintenant des années que nous défendons la prise en compte et le respect des Français en la matière. D'abord, ces traités sont antidémocratiques. Il est inutile ici de rappeler le camouflet que représentait le référendum de 2005, sur lequel se sont assis aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande. Où est le pouvoir du peuple quand les traités sont adoptés de force sans son consentement? Ensuite, ces traités, dans leur substance, sont antisociaux. Ce sont bien ces traités qui permettent aux gouvernements successifs de justifier les politiques économiques austéritaires, c'est-à-dire la casse des services publics, la privatisation de pans entiers de l'économie, à l'image du rail et du fret qui en souffrent tout particulièrement. Les conséquences de ces politiques de contraction de la dépense publique ont des conséquences directes et implacables sur la vie de nos concitoyens, et il est temps de remettre l'édifice européen à plat afin de le transformer en un instrument au service de l'intérêt général et non à celui des plus riches. Je salue pour finir le travail du groupe de la gauche, co-présidé par l'eurodéputé Manon Aubry au Parlement européen, qui montre la voie en obtenant en avril dernier une directive ambitieuse sur le devoir de vigilance des multinationales. Ce devoir de vigilance oblige les grandes entreprises à œuvrer pour prévenir les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement et à la santé tout au long de la chaîne de valeur. Cela signifie qu'elles ne pourront plus se cacher derrière des sous-traitants et seront directement responsables. Je vous remercie.
Merci. Henri Alfandari pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. La conférence sur l'avenir de l'Europe a été un bel exercice démocratique, où un grand nombre de citoyens a pu formuler une vision commune sur le chemin que notre Union doit tracer pour les 5, 10, 15 années à venir. Nous partageons les avis des rapporteurs sur la nécessité de valoriser le travail réalisé par les citoyens en enjoignant les institutions européennes à se saisir des recommandations issues de la Convention. Le groupe Horizon et Apparentés soutient les conclusions reprises dans le discours du Président de la République lors de la clôture des travaux de la conférence. La généralisation du vote à majorité qualifiée au Conseil de l'UE se justifie pour lever un certain nombre de blocages et améliorer l'efficacité de nos politiques européennes afin de permettre à chacun des États membres de participer à la réussite de nos objectifs communs. Mais ces avancées doivent se faire en gardant à l'esprit le sens des traités qui nous lient et qui nous obligent à impliquer nos peuples et à améliorer le processus démocratique et de contrôle. Il faudra alors envisager de changer les règles applicables à la majorité qualifiée sur le nombre d'États et la population prise en compte, comme vous le proposez dans votre rapport, tout en demandant une perspective d'évolution de nos institutions. Un pouvoir d'initiative législatif pour le Parlement européen, les députés élus par suffrage universel direct dans l'ensemble du continent, ne peuvent à l'heure actuelle être à l'origine de nouveaux règlements et directives. Il y a donc une incohérence à leur légitimité démocratique et leur pouvoir effectif. Cela est légitime et nous devons faire attention à ne pas choisir un mode électoral qui sépare les députés européens de leur territoire et de leurs concitoyens. La convocation d'une convention pour la révision des traités européens, tant pour adapter les procédures d'adhésion que pour parfaire notre union, cela semble être une issue obligatoire à notre avenir commun. Notre groupe partage les constats de ce rapport et les ambitions de cette proposition de résolution européenne et votera donc en faveur de son adoption. Après, je n'ai pas prévu de vous poser de questions, mais à l'écoute des uns et des autres, je vais quand même en faire une. Justement, pour regagner en intérêt démocratique de nos concitoyens pour la construction européenne, vous avez dit plusieurs fois que le projet était libéral. Alors, autant je suis libéral et je n'ai aucun problème à l'être, mais effectivement, c'est un choix politique et je m'interroge sur le choix de placer ça dans des traités ou dans une constitution. De même que si demain on proposait une option sociale à l'intérieur d'un texte, ça me paraîtrait dommage. Je pense que c'est au peuple de trancher à intervalles réguliers ce genre d'option. Donc voilà, comment vous envisagez ça ? Merci. J'avais sauté le groupe démocrate. Est-ce que Madame Goulet souhaite... Non ? Ok, très bien. Madame Rigol étant réunie... Madame Rigol, est-ce que vous voulez prendre la parole pour le groupe écologiste. Pardon. Moi, j'ai une réunion en même temps, donc je vais juste essayer de la quitter pour ne pas importuner les personnes qui y sont. Eh bien, je ne sais pas, je suis désolée. Ils participeront à notre réunion, après tout, c'est public. Merci beaucoup pour ce travail important sur l'Europe. Merci pour le travail des co-rapporteurs et des équipes. Vous savez que pour les écologistes, ce n'est pas une moindre question, celle d'une Europe citoyenne, celle d'une Europe des peuples, celle d'une Europe surtout environnementale, qu'il faut donc faire évoluer, comme le disait tout à l'heure ma collègue Julie Lernos. Pour mémoire, les écologistes proposent depuis longtemps un traité environnemental qui sursoit à l'intégralité des traités pour avancer enfin vers une Europe plus participative, plus sociale et plus environnementale. Pourtant, l'Europe, ce n'est pas quelque chose qu'on affiche, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on construit, et c'est cette confiance-là qu'il est important de restaurer aujourd'hui. Et pourtant, même ici, dans cette commission, dans cet hémicycle, nous avons des discours de personnes qui continuent à essayer de détruire l'Europe, continuer à promouvoir l'unanimité pour faire en sorte que l'Europe ne puisse pas avancer, ne puisse pas évoluer, continuer à développer des discours qui sont antinomiques avec les valeurs d'accueil, de respect, de droits humains de l'Europe. C'est ce à quoi nous faisons front au quotidien. Et j'espère que les outils de ce rapport pourront nous permettre d'avancer de façon républicaine et entre républicains pour continuer à construire cette Europe qui façonne les citoyennetés de demain. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions individuelles d'autres députés qui voudraient dire quelque chose avant qu'on passe aux réponses des rapporteurs, ensuite à l'examen des amendements ?
Non. Alors du coup, moi, je vais en faire une à titre personnel. Je voulais d'abord remercier nos deux collègues qui ont travaillé sur ce sujet important et sur cette initiative importante portée notamment par la France. Il y a 3 points que je voulais mettre en avant. Le premier, c'est celui sur les modes de décision. J'étais sensible au fait qu'il est évoqué que nous devons encore développer les votes à la majorité qualifiée parce que l'unanimité bloque le bon fonctionnement des institutions européennes dans un certain nombre de domaines. Je pense au particulier à celui de la fiscalité, moi que j'ai bien connu dans ma vie précédente au travaillant au ministère de l'économie et des finances. J'ai déjà dit dans cette commission, mais je le redis, le projet de taxation européenne des géants du numérique, qui était un beau projet, d'ailleurs soutenu par quasiment tous les partis politiques en France, a été bloqué à cause de l'unanimité. À la majorité qualifiée, on aurait pu le faire. Et ça aurait été un formidable projet européen. Alors je ne perds pas foi sur le fait qu'on y arrivera dans quelques années, mais c'est vrai que sur la fiscalité, il faudrait qu'on puisse commencer. Deuxième point important, c'est la défense. On en a beaucoup parlé les derniers jours lors de l'examen de la loi de programmation militaire. Alors là, il y a un vrai débat au sein de notre hémicycle. C'est très bien d'avoir le débat. Il y a des gens qui considèrent que européaniser davantage la défense n'a pas de sens. Il y en a qui pensent qu'il faut aller de plus en plus vers une mutualisation des forces et vers une convergence des défenses nationales en Europe pour créer à terme une défense européenne. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à terme à une défense européenne. La crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine montre que nous sommes plus forts et beaucoup plus dissuasifs lorsque nous sommes ensemble. Dernier point, un peu plus politique. Rappeler quand même que l'Union européenne est un projet en grande partie français à l'origine. Les communautés économiques européennes, elles ont été lancées à la fin des années 50 avec le moteur de la France et de l'Allemagne, beaucoup de la France. Et donc nous avons une responsabilité historique éminente dans la suite de la construction européenne. N'ayons pas peur des idées que nous mettons dans ce débat-là. Moi, je suis profondément convaincu que l'Union européenne est un démultiplicateur de puissance pour notre pays. Nous sommes puissants dans le monde parce que nous sommes aussi puissants en Europe. Et surtout, l'Union européenne, je ne sais plus qui l'a dit, c'est aussi une modalité de règlement des conflits sur notre continent par la discussion, le dialogue, qui peut parfois être difficile. On le voit sur les sujets énergétiques en ce moment. Mais en tout cas, c'est une organisation pacifique des rapports de force dans le continent. Donc bravo à nos collègues pour ce travail. Madame Caramanli, vous étiez inscrite, mais vous venez juste d'arriver. Est-ce que vous voulez prendre la parole du coup? Ou c'était pas prévu? On n'a pas encore clôturé. Alors, pour le groupe socialiste, ouais. Voilà, peut-être juste un petit mot, parce qu'effectivement, c'est une journée très chargée entre différents textes en commission des lois et auditions en même temps. Moi, je voulais vraiment saluer le travail qui a été fait, pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis très longtemps sur la commission par rapport à l'avenir de l'Europe, personnellement. Et effectivement, ce que vous venez de dire, cher vice-président, sur la question de l'avenir et des choix qui doivent être faits, vous avez fait référence à la défense, qui me semble aussi un des axes que nous soutenons au niveau de notre groupe aujourd'hui. Moi, je voulais juste peut-être rappeler que dans toute la démarche qui a été faite sur l'avenir de l'Union européenne, il y a encore des thèmes qui restent ouverts à la discussion et sur lesquels il ne faut pas abandonner, en tout cas. Il y a aussi des participations systématiques et représentatives de la diversité de citoyens et de contributions variables selon les États. Et je pense que dans la question un petit peu de l'avenir de l'Europe et de la résolution qui nous est proposée aujourd'hui, il faut chercher aussi à repolitiser un petit peu au meilleur sens du terme nos débats sur le sujet de manière dépassionnée et faire de l'Europe un choix politique lors des élections nationales, y compris donc le volet européen. Nous parlons souvent de l'Europe, malheureusement, lorsqu'il y a des élections européennes uniquement, et pas suffisamment dans les autres
temps fort de la vie démocratique de notre pays et s'assurer aussi que les élections européennes gardent un peu un caractère pan-européen. Donc c'est des éléments qui viennent en complément de ce que vous avez proposé aussi sur la résolution. Et je pense que les citoyens aujourd'hui peuvent mieux accepter et s'intégrer, intégrer l'idée de l'Europe et de l'intérêt que ça représente, et pour ne pas tomber dans des nationalismes, je dirais, ou en tout cas des protectionnismes plutôt, je dirais. Et donc ça demande effectivement des politiques à différents niveaux qui embarquent le plus grand nombre de personnes sur ces questions. Donc l'Europe, voilà, je voulais terminer, c'est pas un plan B. C'est ni une variable un peu d'ajustement de la politique nationale, mais c'est juste, je pense, un espace important politique qui est là pour la protection et plus de prospérité de nos concitoyens. C'est cet axe-là que nous devons voir. Et quand vous parlez de défense, c'est aussi cet axe-là qui doit être majoritaire dans nos contributions. En tout cas, je vous remercie et puis nous restons mobilisés et attentifs sur ce sujet. Nous sommes pour l'Europe des citoyens aussi. Merci Madame Caramanli. Je passe la parole au rapporteur pour qu'il puisse répondre à ces interventions. Oui, Monsieur François. Oui, merci Monsieur le Vice-président. Je me permets simplement une intervention à titre individuel et non pas personnel. Vous avez fait référence dans votre intervention au fait que la France était un pays fondateur de l'Union européenne, évidemment. Mais vous oubliez un détail, c'est que les Français ont été interrogés par référendum sur une intégration plus profonde et plus forte de l'Union européenne. Ils ont voté non. Et je crois que quand on est parlementaire, il faut appliquer, parce que vous avez parlé de l'unanimité, il faut au moins donner l'exemple prosaïque de ce que vous souhaitez mettre en avant. Donc vous êtes pour la fin de l'unanimité au Conseil de l'Europe. Alors si on prend un petit exemple, si nous avions une armée européenne et qu'il y avait la majorité qualifiée, qu'est-ce qu'on aurait fait lors de la guerre en Irak ? Eh bien, on serait parti en guerre contre la volonté du peuple français et contre la volonté du gouvernement français. Et donc, je souhaiterais avoir votre réponse là-dessus, parce qu'évidemment, les Britanniques étaient pour, les pays scandinaves étaient pour. Et donc, si on applique le principe, la rupture de l'unanimité dans beaucoup de sujets, malheureusement, on aurait une confrontation qui ferait qu'il y aurait une dissolution et que, parfois, la volonté du peuple ne serait pas respectée dans certains pays. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais répondre rapidement sur ces deux points, parce qu'on ne va pas faire débat dans le débat. Premier point que vous évoquez, vous écoutez aussi sous-entendu par M. Amar, il y a eu le référendum 2005. N'oubliez jamais, chers collègues, qu'il y a aussi eu le référendum de 1992. Donc cette affaire, Maastricht, cette affaire est nettement plus compliquée et subtile qu'on ne le présente, parce qu'il y a eu deux référendums dans notre pays, et c'est bien le référendum de Maastricht qui acte le passage d'une Europe essentiellement économique à une Europe politique, avec la création de l'Union européenne. Sur votre deuxième point, sur les sujets de passage à la majorité qualifiée, moi je pensais prioritairement à la fiscalité. Je pense que sur les affaires étrangères et la défense, là pour le coup, il faut rester à l'unanimité, parce que là on touche vraiment au cœur de la souveraineté des États. Et l'exemple que vous donnez sur l'Irak d'ailleurs est éloquent et justifie le fait que sur la diplomatie et la défense, il faut rester à l'unanimité. Mais aller vers plus de défense européenne n'est pas antinomique avec le fait qu'on reste à l'unanimité. Après, c'est une question de point de vue. Est-ce qu'il y a encore des interventions à Liliana Tanguy? Excusez-moi. C'est juste. Je voulais juste m'excuser pour mon retard et vous interroger sur le système du Spitzenkandidat. Est-ce que vous en avez parlé? Comme je suis arrivée en retard, je ne sais pas si vous pouviez m'éclairer sur est-ce une proposition qui est faite dans le rapport ou c'est juste évoqué. Et concernant la perspective d'élargissement de l'UE, j'ai compris qu'il fallait qu'elle soit menée de pair avec l'évolution de la structure institutionnelle. Est-ce à dire que il faut mener les deux process en même temps ou pas? Je voulais juste avoir confirmation d'avoir bien compris. Merci. Allez, on va passer aux réponses des rapporteurs sur tous les débats que nous avons eus. Merci beaucoup pour toutes ces interrogations, questions
Et observations que les uns et les autres ont portées au débat. D'abord, Madame Klinkert, merci pour le soutien que vous apportez. Vous posez une question extrêmement concrète en nous demandant comment les travaux vont se concrétiser et dans les semaines, les mois à venir. Déjà, vous dire qu'il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre ou qui sont en train de l'être. Sur les 90, sur l'ensemble des mesures, vous avez à peu près 90% qui peuvent être mises en œuvre à traité constant. Et la Commission européenne, en lien avec le Parlement européen, a déjà lancé un certain nombre de projets, dont certains ont été adaptés. Je pense par exemple à la transformation numérique avec les textes DSA et DMA qui ont été mis en œuvre. Sur le thème du changement climatique, la plaque 2023-2027 et les initiatives du Pacte vert pour l'Europe avec le paquet Fit for 55 portent là aussi de nombreuses mesures qui étaient incluses dans la convention, dans les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et puis il y en a d'autres qui sont à venir sur le recyclage des déchets, le bien-être animal, et puis la révision des traités, tout simplement, qui est en train d'être débattue, discutée au Parlement européen, en commission AFCO. Un rapport doit être normalement présenté, je ne sais pas exactement quand, parce qu'il y a un débat qui est difficile au Parlement européen, mais qui devait intervenir avant l'été, pour un passage ensuite en plénière et ensuite la poursuite du processus législatif après les élections européennes de 2024. Donc le processus est sur les rails, les mesures ont été reprises, certaines sont mises en œuvre, d'autres sont en train de l'être, et puis le débat politique se poursuit sur la révision constitutionnelle. C'est pour ça, et ça me permet de faire le lien avec les propos de M. François, qui nous explique que rien de concret n'est sorti de cette conférence. C'est un point de vue, il lui appartient, mais les exemples que je viens de citer, et je pense en particulier à la révision des textes à la présentation plutôt et à l'adoption des textes sur le DSA et le DMA, qui sont des révolutions absolument majeures dans l'espace numérique, ne sont pas des petites recommandations et des petites transformations dans le paysage politique européen et la régulation de l'espace numérique et le leadership que les Européens sont en train de prendre sur le sujet. Et 49 mesures, 326 recommandations. Il y en a beaucoup qui sont en train d'être mises en œuvre, et ce sera aussi à la prochaine législature du Parlement européen, à la nouvelle Commission européenne, d'être capable de les porter. Ensuite, sur l'élargissement, vous nous dites que les pays ne sont pas prêts. Peut-être que certains ne sont pas prêts, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore membres de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il y a un processus progressif d'intégration des États membres qui sont candidats au sein de l'espace européen. Nous pensons que l'Ukraine a vocation à devenir un membre à part entière de l'Union européenne parce que par le combat acharné qu'elle mène pour la démocratie, la liberté et la souveraineté de leur pays, ils défendent aussi l'Europe. Et par ce combat-là, ils ont vocation à rentrer dans l'Union européenne. Est-ce qu'ils ont vocation à le faire en 2024 ? Non. Est-ce qu'ils auront vocation à le faire en 2030 ? Peut-être. S'ils ont mené les réformes institutionnelles nécessaires, la lutte contre la corruption, les réformes sur l'état de droit, l'indépendance de la justice, si la guerre est terminée, autant de conditions qui leur permettront peut-être un jour d'être membres de l'Union européenne, et on le souhaite parce que le contexte géopolitique a évolué. Et on a la nécessité d'arrimer à l'espace européen des pays qui sont aujourd'hui l'objet, la cible de déstabilisation, de tentatives d'ingérence, de contrôle, de manipulation et d'annexion pour certains. Et donc ce processus, il prend du temps. C'est ces États qui doivent mener leurs réformes. Et ça fait le lien avec la question de Mme Tanguy. C'est aussi l'Union européenne qui doit être capable de mener ces réformes. Parce qu'on voit bien les pesanteurs et les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui à 27. On a du mal à imaginer une Europe fonctionner à 30, 31, 32, peut-être 33 membres, voire plus un jour, avec des institutions qui parfois ont des prises de décision qui sont trop lentes et qui ne permettent pas de réagir suffisamment rapidement à des événements qui interviennent. Et par ailleurs, et je pense que l'exemple polonais est d'ailleurs extrêmement signifiant, vous voyez ce qui s'est passé il y a quelques semaines quand les Polonais se sont refermés parce que leurs agriculteurs commençaient à dénoncer le fait que l'agriculture ukrainienne commençait à pouvoir avoir des effets sur leurs propres agriculteurs. Ça démontre que même le pays qui est le plus en soutien de l'Ukraine peut avoir aussi des pudeurs à un moment donné où nos modes de fonctionnement ne permettent plus d'absorber comme ça le devrait ce qui arrive d'Ukraine. Ça veut dire qu'on devra être capable de repenser nos grandes politiques historiques, la politique agricole commune, la politique de cohésion, le fonctionnement du marché intérieur, si on veut être capable d'intégrer tous ces pays à l'avenir. Monsieur Amar, vous nous dites que la France a un rôle singulier en Europe. C'est le début de votre intervention, vous avez absolument raison, la France a un rôle singulier. Et c'est pour ça que moi,
salue l'initiative qui était celle de la France d'initier cette conférence sur l'avenir de l'Europe, parce que c'est en étant capable d'entraîner les autres que l'on change le fonctionnement de notre Europe, et certainement pas en désobéissant ou en dérogeant aux traités européens, comme ça peut parfois être présenté ou proposé dans le débat politique national. Et ce qui aboutit, au fond, à la fin de cette conférence, on ne s'entendra évidemment pas sur l'ensemble des 49 propositions et 326 recommandations, mais cette volonté de repenser nos traités, chacun peut l'interpréter de la manière dont il le souhaite. Mais je crois que c'est un consensus qui existe aussi dans la classe politique sur la manière de faire évoluer le fonctionnement de notre Union, avec votre prisme, avec le mien, et évidemment de manière différente, mais ça répond à une nécessité. Et vous parliez de traités qui sont au fond antidémocratiques. Le président de la commission, vice-président Sidsel vient de le rappeler. Certes, le traité de 2005 a été rejeté, mais les représentants du peuple français, ici à l'Assemblée nationale, l'ont adopté. Et auparavant, le référendum de 1992 et de Maastricht avait été aussi approuvé par référendum. Et c'est un moment important de la construction européenne. Mais cela ne doit pas pour autant pleinement nous satisfaire. C'est pour ça que ces traités doivent être refondés. Et à la fin, si nous allons au bout du processus, la révision des traités, elles seront validées selon les procédures nationales. Et rien n'empêche la France, in fine, ou tout autre État, de convoquer un référendum sur cette question. Et puis un dernier point sur l'Europe sociale. Moi, je suis d'accord avec l'idée selon laquelle que si notre Europe ne protège pas mieux les plus faibles, ne protège pas mieux les travailleurs, alors nous aurons peut-être à voir la défiance envers les institutions augmenter et un jour peut-être voir apparaître d'autres Brexit. Mais dans le cadre actuel, certes imparfait, il y a eu de grandes avancées qui ont été actées ces dernières années, notamment sous présidence française. Le SMIC européen, le salaire minimum européen, le socle européen des droits sociaux, la révision des travailleurs détachés, qui a empoisonné pendant des années le débat politique européen et qui a été très largement réglé dès le début du quinquennat passé. Et donc déjà, l'Europe, de ce point de vue-là, est en train d'évoluer. Et puis, pour ne pas être trop long et laisser la parole à ma co-rapporteure, peut-être un mot à Marietta Karamanli, qui parle de repolitiser nos débats européens et au fond qui défend une sphère publique européenne, notamment à travers d'élections qui seraient proprement européennes et au fond derrière cela peut-être l'avènement d'une circonscription européenne avec les fameux Spitzenkandidats et les listes transnationales. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez en tête. En tout cas, moi, ça peut faire partie des solutions que je préconise. Je pense que nous avons besoin, à côté des listes nationales, pour élire nos représentants qui sont évidemment légitimes et normales, et qui n'ont pas vocation à être substitués par des listes pan-européennes, nous devons à côté avoir cette liste, une liste par famille politique transnationale avec un Spitzenkandidat ou une Spitzenkandidate qui pourrait être in fine le ou la présidente de la Commission européenne. Je crois que ça permettrait, ça contribuerait à renforcer, à raffermir le débat public européen au-delà des frontières nationales, parce que je le rappelle, quand on élit celles et ceux qui nous représentent au Parlement européen, et ils appartiennent certes à un État membre, mais ils défendent aussi l'intérêt général européen. C'est aussi cela le sens, et surtout cela le sens du mandat de député européen, et ce serait tout à fait logique que nous ayons cette dimension européenne à travers des listes transnationales. Pour compléter, puisque mon co-rapporteur a répondu, il me semble, à la majeure partie des questions, mais plus sur les débats de fond qui sont à mener sur le sens qu'on donne à l'Union européenne. J'entends tout à fait que, et je l'ai évoqué, que l'échec du référendum sur le traité constitutionnel européen a véritablement mis un stop et a donné et fait passer le message qu'on était passé d'une époque où on voyait l'Union européenne comme quelque chose de positif, y compris les États membres auxquels on élargissait l'Union européenne pouvaient bénéficier d'aides pour des infrastructures absolument nécessaires et progressivement arriver à un niveau de prospérité qui était le même sur tout le continent européen. On a vu en 2005 que cette confiance, la perspective de la guerre s'étant également éloignée, ce sentiment d'appartenance et pro-européen s'était fortement érodé.
Il me semble que dans les débats, notamment aux Pays-Bas sur le référendum sur le traité constitutionnel européen, on avait très peur du plombier polonais qui pourrait librement venir piquer la place des salariés néerlandais. Et donc on voyait qu'on était plus animé par une peur de l'autre et un repli sur soi que sur le sens et la philosophie même de la construction de l'Union européenne. Et c'est assez logique. Monsieur Amar, vous notiez un certain nombre d'incohérences dans les politiques européennes qu'on a notées et qu'on peut noter en tant que citoyen, en tant qu'élu local, dans la contradiction parfois assez marquée entre la libéralisation du marché, vous évoquiez la question du fret à juste titre, mais on a aussi sur le sujet notamment des concessions sur l'hydroélectricité, où la France a bloqué aussi, un impératif européen qui serait de mettre en concurrence des choses qui relèvent de notre sécurité d'approvisionnement et de nos politiques publiques absolument essentielles, y compris dans un projet de décarbonation pour atteindre nos objectifs. Et donc c'est dans ce sens-là où il est absolument nécessaire, une réaction logique peut être de dire il faut donc moins d'Europe, il faut moins de régulation européenne des marchés, mais au contraire, quand on voit les défis auxquels on est confronté, et c'est ça le défi qui est devant nous, c'est-à-dire avoir un débat très élitiste quelque part sur juste les réformes institutionnelles qui seraient à mener, serait assez en décalage avec le débat profond et nécessaire qu'il y a sur l'Union européenne. Je donne deux choses peut-être complémentaires. C'est comment, y compris dans notre représentation nationale, nous pourrions donner une meilleure place à l'Union européenne. La commission dans laquelle nous siégeons toutes et tous aujourd'hui n'est pas une commission permanente au même titre que les autres. Et donc, ces travaux ont pas forcément, nous n'avons pas tous la même assiduité, ni ces travaux n'ont pas forcément exactement la même valeur de ce que nous faisons dans les autres commissions. Et donc, il serait important aussi pour démontrer, pour que chacun des députés que nous sommes français puisse appréhender mieux les lois et l'adaptation des décisions et des directives européennes. Ça serait absolument essentiel pour pouvoir contribuer avec notre vue nationale et pouvoir donner aussi une orientation aux ministres. C'est-à-dire que l'État français nous représente au Conseil des ministres et au Conseil européen, et pour autant n'a pas de validation de la représentation nationale des choses qu'ils vont engager au nom du pays. Il me semble que là aussi, on a besoin, quand on dit plus d'Europe, de travailler sur ces éléments-là. Un autre aspect très concret, où on voit aussi que les bienfaits de l'Europe ne sont pas forcément visibles et on voit que les méfaits de l'Europe, qui peuvent être réels, c'est la régionalisation des aides. La régionalisation des aides, aujourd'hui, fait que dans bon nombre de territoires, il y a peu accès, ou en tout cas, la France est un des États membres qui sous-utilisent les aides européennes, de fait parfois de la méconnaissance, mais aussi que dans l'octroi et des projets qui se font dans nos différents territoires grâce à l'Union européenne, souvent c'est la région qui s'octroie le bénéfice de l'octroi de ces aides, et ce n'est pas à l'Union européenne directement que le bénéfice va, alors que c'est bien cette instruction-là et ces fonds-là qui sont utilisés. Je veux rajouter aussi dans la période, puisqu'on a vécu, j'ai évoqué la crise de la santé, des services publics, mais la question de l'énergie qui est arrivée au devant de la scène avec non seulement le conflit ukrainien, mais aussi les débats pour se passer du gaz au plus vite et de se décarboner avec la hausse du prix de l'énergie. La question du marché de l'électricité européen a beaucoup et à nombreux été évoquée avec le fonctionnement de l'AREN ici en France, pour pouvoir répondre justement à ce fonctionnement du marché avec une structuration de notre production d'électricité un peu atypique au sein de l'Union européenne, que je suis assez inquiète de voir là un esprit qui est un peu contraire à l'esprit européen se soulever en tapant notamment régulièrement sur la politique énergétique qui est menée en Allemagne. Et chaque pays est souverain dans les choix qu'ils font, dans leur stratégie énergétique. Il faut pouvoir les conjuguer. Mais il me semble de mauvais aloi la France fait le choix, que je regrette à titre personnel, mais le choix de s'engager résolument dans l'énergie nucléaire. L'Allemagne fait le choix inverse. Pour autant, je n'entends pas forcément les Allemands critiquer la politique énergétique française. Il me semble qu'il ne faudrait se réfréner dans les critiques qu'on peut donner et proposer. En tout cas, si on veut construire, et on sait que l'énergie
est quelque chose autour duquel il est absolument essentiel de se mettre d'accord, pas seulement sur la question du marché, mais aussi sur des filières qui sont absolument importantes pour décarboner. Il est nécessaire, en tout cas, de travailler ensemble. Le couple franco-allemand a été absolument moteur et reste moteur dans la construction de l'Union européenne. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir les débats. Mais pour autant, j'alerte un petit peu sur le sentiment de division entre les États membres sur un sujet aussi essentiel qui me semble assez délétère, y compris face aux crises et aux défis que nous n'arriverons pas à relever tout seuls. C'est dans ce sens-là que dans le rapport, nous avons donc fait un certain nombre, et je terminerai par là, puisque vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, le sentiment d'éloignement des institutions européennes est aussi dû au fait que notamment quelqu'un qui est très puissant au sein du fonctionnement des institutions et qui est le président ou la présidente de la Commission européenne n'est pas élu directement par les citoyens européens. Et pour donner aussi du sens à une élection européenne, que ce ne soit pas uniquement une élection perçue et vue comme nationale, c'est-à-dire on voit un certain nombre de partis politiques qui vont nationaliser cette élection et de fait elle se déroule dans chacun des États membres, mais pour avoir justement une vision et pouvoir amener des éléments profondément européens dans le débat, il nous semble intéressant de pouvoir travailler, même si aucun consensus n'existe aujourd'hui pour le réaliser de manière concrète, mais qu'on puisse élire aussi notamment le président de la Commission européenne de manière directe et d'avoir une partie de nos listes de manière transnationale. Ça nous paraît en tout cas promouvoir le dialogue et une meilleure compréhension de l'échelon européen qui, je le répète, est absolument essentiel pour faire face aux défis que nous avons à surmonter à l'avenir. Merci. Il y a juste Monsieur Amar qui voulait répondre. Et après, je vous propose qu'on passe à l'examen des amendements parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute et je pense qu'on a tous des obligations. Je comprends bien, mais du fait de mon âge plus mûr, il y a des choses que j'ai entendues que je ne peux pas laisser passer. Comment dire, le traité de Maastricht n'avait rien de caractère politique. C'était un traité essentiellement économique et nous avons de manière peut-être aveuglée trop fait confiance au président Mitterrand quant au fait que la régulation politique et l'Europe politique viendraient et iraient de soi dans un second temps au moment où nous avons peut-être, j'en fais partie, posé un oui timide ou sous condition au traité de Maastricht. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je veux dire, ne dites pas que 2005, finalement, n'avait pas de grande importance, parce que 2005, c'est quand même l'occasion pour ceux qui sont passés en force de graver dans le marbre un caractère économique à la construction européenne, un caractère libéral en termes d'approche économique. Et j'entends le collègue qui nous dit que peut-être là, il faudrait faire marche arrière pour laisser plus de place aux arbitrages, aux choix, et pas nécessairement tordre le bras au peuple dans leur souveraineté et l'exercice de leurs arbitrages politiques à venir. Je voudrais finir sur le fait que même sur la question des travailleurs détachés, j'attire votre attention, souvent vous dites que nous avons progressé, mais je connais un exemple concret dénoncé par la Fédération nationale des transports routiers qui en appelle même à ce qu'on soit plus performant pour proposer un report modal des marchandises sur des trains, tellement les transporteurs routiers français souffrent du fait que des travailleurs détachés conduisent les tractions, et vous avez qu'à aller dans le 74 et le 73 pour bien voir que des remorques italiennes ou de d'autres pays d'Europe sont tirées par des motrices de pays bien plus à l'est, et qui arrivent à plein et qui repartent à plein. Et du coup, les transporteurs routiers français ne sont pas concurrentiels parce que nécessairement, les salaires ne sont pas les mêmes. Donc, il faut faire là attention que dans les faits, sur les travailleurs détachés, il y a encore un certain nombre de secteurs sur lesquels nous souffrons complètement d'une concurrence liée à ces distorsions. Merci, chers collègues. On va passer à l'examen des amendements. Il y en a plusieurs, donc s'il y en a qui veulent encore s'exprimer, il y aura toute l'attitude pour le faire. Je réponds juste de façon très rapide, mais on ne va pas avoir le débat sur Maastricht maintenant, parce que par ailleurs, le président me dit que c'est prévu un peu plus tard, voilà, qui en est un.
franchement, de dire que ce traité n'était pas politique, c'est le traité qui crée la citoyenneté de l'Union, c'est le traité qui acte le passage à l'euro, quoi de plus politique que la monnaie. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais on ne va pas rouvrir le débat. On passe aux amendements. L'amendement numéro 3 du groupe Rassemblement National. Je vous remercie, monsieur le vice-président, chers collègues. Alors, il s'agit de l'amendement numéro 3, donc, qui est un amendement de suppression de l'alinéa 12 et 20 au regard de l'unanimité. On vient d'avoir ce débat. L'unanimité au Conseil est un élément qui est essentiel et qui permet la sauvegarde de la souveraineté des nations, comme j'ai pu vous l'exprimer. La supprimer pourrait, par exemple, engager des pays dans des accords internationaux qu'ils ne désireraient pas ou qui seraient même contraires à la volonté des peuples qui ont élu un gouvernement pour appliquer un programme. Donc, je vous ai donné l'exemple peut-être même d'une guerre hypothétique que personne ne souhaiterait. De plus, on sait très bien que la suppression de l'unanimité au Conseil est déjà une demande des affaires étrangères de plusieurs gouvernements tels que la Belgique, la Finlande, la France, l'Italie également et bien d'autres pays. La suppression de cette unanimité conduirait in fine à donner un plus grand pouvoir à la Commission européenne pour des négociations avec des pays tiers et notamment sur des traités de libre-échange sans avoir un mandat clair. Dans une conférence dont le but était d'augmenter, je cite, la démocratie participative en Europe, comment pouvez-vous justifier la suppression d'un mécanisme qui permet justement de ne pas aller à l'encontre de la volonté d'un peuple et de certains pays européens? Et d'ailleurs, je me permets de dire que vous avez rebondi sur le fait qu'il y avait une exclusion dans vos propos, une exclusion possible de certains sujets européens. Dans l'alinéa 12, il est simplement précisé que l'unanimité au Conseil dans plusieurs domaines. Alors, je peux peut-être vous proposer d'amender en ce sens le texte en ayant une liste exhaustive de ce que vous incluez ou non. Sinon, évidemment, cet article sera beaucoup trop restrictif. Je vous remercie. Avis des rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable sur la proposition de l'amendement original et puis sur la proposition de modification de lister les différentes situations. Écoutez, nous, on est pour la suppression de la règle de l'unanimité parce qu'on veut une Europe qui soit plus agile, plus efficace et qui réagisse plus rapidement et qu'on ne se retrouve pas dans des exemples ou des situations comme on a pu avoir le cas avec le veto hongrois sur l'imposition, sur l'accord international sur l'imposition minimale, comme ça avait été présenté à l'instant par le président de la commission de ce jour. Puis, moi, sur la règle de l'unanimité, j'ai du mal à comprendre vos peurs. Parce qu'au fond, les décisions au Conseil, elles se font toujours par une forme de compromis ou de consensus. Et donc, à la fin, la majorité qualifiée, elle va inciter les États à rechercher le compromis, à trouver le consensus, à amender leur position pour essayer d'avoir un accord qui soit le plus global possible. Et puis sur l'exemple de la guerre en Irak, je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple le plus pertinent. Parce que je rappelle que l'Allemagne était aussi opposée, il me semble, à la guerre en Irak. Et que le couple franco-allemand, même si on repense les règles de fonctionnement de notre Union, ça pèse politiquement en Europe. Et je pense que si vous avez un accord franco-allemand pour ne pas mener telle ou telle guerre ou tel conflit ou de ne pas prendre telle ou telle décision, ça compte aussi. Donc moi je pense que cette modification des règles, elles sont nécessaires pour plus d'efficacité. C'est pourquoi nous donnons un avis défavorable. Est-ce qu'il y a des avis dans la salle? Madame Le Gris. Merci, Monsieur le Président. J'abonde tout à fait dans le sens de ce que vient de dire le rapporteur Pierre-Alexandre Anglade et le groupe Renaissance s'opposera à cet amendement présenté par nos collègues du groupe du Rassemblement national. Moi, je voulais simplement préciser qu'il ne saurait être question de brandir de manière à faire peur, y compris à nos compatriotes, l'argument de la guerre pour mélanger et faire des amalgames sur ce sujet. Les questions d'entrée ou de déclaration de guerre, si par malheur une telle chose devait advenir, mais cela n'adviendra pas si nous restons une Europe unie et puissante, sont du ressort du Conseil européen, c'est-à-dire du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Et il faut connaître un tout petit peu le fonctionnement des institutions européennes pour savoir qu'au Conseil européen, c'est-à-dire au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, on est dans un tout autre cadre institutionnel et un tout autre mode de gouvernance que dans les conseils de l'Union européenne déclinés affaires étrangères ou affaires intérieures ou affaires économiques ou agriculture ou éducation, etc., etc. Et donc l'unanimité dans les différents conseils des ministres qui composent des États qui composent l'Union européenne
a incontestablement pour inconvénient, comme ça a été dit par le rapporteur, à plusieurs égards et dans plusieurs domaines, de nuire à la rapidité, l'efficacité et l'agilité dans les prises de décision. Madame Caramanli. Alors, une nuance. D'abord, sur l'amendement lui-même, effectivement, nous sommes contre ce dispositif qui consiste à finalement à proposer ce blocage par rapport à l'unanimité. La question seulement, elle est plus subtile, parce qu'en fait, dans le paragraphe, l'alinéa 20, il est évoqué uniquement à l'exception des décisions concernant l'admission de nouveaux États membres. C'est ça qui peut être un peu problématique, parce qu'il y a d'autres sujets qui pourraient exiger une unanimité. Voilà. Donc, vous l'avez évoqué d'ailleurs sur des questions aussi de défense, etc. Donc, nous sommes contre l'amendement, mais la rédaction, elle est insuffisante sur la linéa 20. Bien sûr, on aura d'autres travaux, donc ça n'engage pas de manière définitive la position que nous pouvons avoir, parce que sur un certain nombre de sujets, y compris d'associer les parlements, et ça ne figure pas. Nous assistons aujourd'hui à une tendance également d'autres États, y compris partenaires dans les discussions avec de libre-échange, qui veulent contourner les parlements nationaux de plus en plus et passer uniquement par l'Union européenne. Donc il faudra être aussi un peu attentif à cela pour ne pas arriver justement à exclure aussi le parlementarisme. Et vous connaissez très bien notre attachement aux parlements nationaux, y compris le Parlement européen. Merci. Alors, on va passer au vote. Donc, avec avis défavorable des rapporteurs. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Il est rejeté. Chers collègues, vous avez certainement vu que notre collègue Laernous est oratrice tout à l'heure sur une motion de rejet. En plus, je pense que par ailleurs, on aura tous comme consigne aussi d'aller en hémicycle. Ce que je vous propose, pour qu'on puisse un peu accélérer, on va faire 2 minutes pour les présentations d'amendements maximum. On va les chronométrer. Et 1 minute pour le débat, pour les avis. Est-ce que ça vous va? Merci. L'amendement numéro 1, Monsieur François. Merci, Monsieur le Vice-président, chers collègues. C'était un amendement également de suppression de l'alinéa 14 du rapport qui nous occupe aujourd'hui, qui concerne l'élargissement de l'Union européenne. Cet élargissement applique l'intégration de nouveaux États membres avec leurs propres systèmes politiques, économiques et sociaux. Cela peut malheureusement créer des défis qui sont considérables en matière d'harmonisation des lois, de coordination des politiques et de gestion des différences culturelles. Par exemple, les expériences passées ont montré que l'intégration de nouveaux membres peut être un processus complexe et prolongé. Alors l'élargissement de l'Union européenne peut entraîner une instabilité économique, en particulier si les nouveaux membres ont des économies qui sont moins développées ou sont confrontés à des problèmes structurels importants. Ces déséquilibres économiques entre les pays de l'État membre peuvent compromettre la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble et à long terme. L'intégration de nouveaux membres implique souvent une assistance financière pour les aider à s'aligner sur les normes et politiques de l'Union européenne. Cela pourrait représenter une charge financière importante pour les États membres, exigeant qu'ils doivent contribuer davantage au budget et aux fonds de l'Union européenne, et cela peut entraîner évidemment des tensions économiques, sans parler des sujets de corruption qu'on pourrait également évoquer. Je vous remercie. Merci. L'avis des rapporteurs? Ce sera un avis défavorable. On peut avoir un débat sur l'élargissement de l'Union européenne, même si la France a clairement exprimé à l'aune de la guerre en Ukraine son positionnement sur le sujet. Je voulais simplement vous préciser que l'alinéa 14 ne porte pas sur l'élargissement en lui-même, mais évoque simplement et rappelle qu'en cas d'élargissement de l'Union européenne, il faudra procéder à une réforme institutionnelle qui est rendue nécessaire. Nous sommes, avec mon co-rapporteur, revenus dessus à plusieurs reprises, que déjà dans le fonctionnement de l'Europe à 27, à traité constant, c'est un défi, mais si on élargit à d'autres États membres de l'Union européenne, nous ne pourrons pas, à traité constant, continuer à fonctionner. Et donc c'est le sens de cette recommandation qui est dans cette résolution. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? Non. Donc sur l'amendement 1, avec avis défavorable des rapporteurs, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 4, encore le groupe RN. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, il se trouve que l'ensemble des participants à la conférence sur l'avenir de l'Europe représentait seulement 0,00001% de la population européenne. Aussi, le processus de sélection des citoyens à la conférence de l'avenir de l'Europe a fait preuve d'une totale absence de transparence du processus de sélection des citoyens,
tirés au sort et des experts. Aucune voix critique vis-à-vis de la construction européenne n'a été audible, alors que l'on ne peut pas nier qu'il en existe en Europe. De cet élément, on peut se poser la question de la réelle représentativité des citoyens sélectionnés. Et donc, je vous remercie. Merci. Ce sera évidemment un avis défavorable sur cet amendement parce que les règles de constitution des panels citoyens européens sont transparentes et rappelées dans le rapport final de la COFE. Ils ont été sélectionnés de manière aléatoire, contactés par les 27 instituts de sondage nationaux, sélectionnés sur 5 critères précisément définis: le genre, l'âge, l'origine géographique, le milieu socio-économique et le niveau d'éducation. Et donc la critique que vous pointez à travers ces amendements est sans objet. C'est la raison pour laquelle nous donnons un avis défavorable. Est-ce qu'il y a une réaction dans la salle? Madame Constance Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais, en complément de ce qu'a dit le Président Anglade, faire savoir à l'auteur ou aux auteurs de cet amendement, pour avoir été, comme Pierre-Alexandre Anglade, membre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, que celle-ci était composée non seulement de représentants des citoyens, à travers notamment, mais pas que, les fameux panels citoyens, mais également, et c'était sa spécificité, composée de représentants du Parlement européen, de représentants de tous les parlements nationaux de tous les États membres et de représentants d'un certain nombre d'organisations syndicales, associatives, etc. Et dans les représentations des parlements nationaux et du Parlement européen était bien sûr présente un véritable pluralisme politique. Toutes les familles politiques étaient présentes dans les parlementaires nationaux comme dans les parlementaires européens, ainsi que dans les organisations syndicales, par exemple, ce qui permettait, très franchement, je peux en attester, d'entendre des voix extrêmement diverses, extrêmement différentes et extrêmement pluralistes. Merci. On va passer au vote de l'amendement. Donc, Monsieur François, allez-y, c'est votre amendement. Oui, je vous remercie. Juste une réaction au propos de Madame Le Grip. Oui, Madame Le Grip, pardon, est évidemment extrêmement représentatif, notamment si vous parlez des représentations nationales. Évidemment, le Rassemblement national, par exemple, qui, quelques mois après, a fait 89 députés à l'Assemblée nationale, n'avait aucun représentant. Donc, quand vous parlez de représentativité, je crois, et oui, c'était des groupes, justement, et des groupes de parlements nationaux. Donc, le Rassemblement national, qui a fait 89 députés ensuite, qui avait gagné les élections européennes, n'avait pas de représentant. Donc, en effet, vous avez raison, c'était très représentatif. Et je me permets de souligner au passage, et je crois d'ailleurs que vous pourrez du coup voter l'amendement suivant de ma collègue sur ce sujet. D'ailleurs, la Commission du contrôle budgétaire n'a pas eu de réponse sur l'organisation de ces panels. Vous avez parlé de grande organisation. Il s'agit de la société commerciale Kantar, dont nous n'avons aucune information sur le nombre et sur l'argent qu'elle a pu toucher pour l'organisation de ces panels qui semblent vraisemblablement être très représentatifs, comme vous venez de le dire. Merci. Alors, sur l'amendement 4, donc avis défavorable des rapporteurs. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 5 de Monsieur François encore. Oui, l'Europe a fait preuve d'une totale absence de transparence du processus de sélection des citoyens tirés au sort. On en a parlé, mais c'est aussi remarquable que certains groupes politiques du Parlement européen n'aient pas pu être associés aux travaux et n'aient pas eu de présidence de groupe de travail, comme cela a été le cas pour d'autres groupes politiques. Mon collègue en a parlé. L'emploi de la règle d'Hondt aurait été souhaitable afin d'augmenter la légitimité démocratique des institutions européennes. Pour rappel, cette règle est juste une méthode de travail assurant la proportionnalité, ce qui semble être plutôt le b.a.-ba de ces institutions qui souhaitent promouvoir et défendre la démocratie. Avis des rapporteurs. Défavorable. Je pense qu'on peut essayer de jeter l'opprobre sur le manque de transparence et de démocratie sur le fonctionnement des institutions européennes à tire-larigot. Ici, c'est assez déplacé. Les panels citoyens et la présidence ont été régis par des règles qui sont aussi propres à l'Union européenne, notamment la répartition entre les États membres et entre les différentes institutions européennes. Et la règle d'Hondt a par ailleurs bien été appliquée in fine. Donc c'est absolument défavorable. Et puis c'est pas forcément l'objet de repréciser la manière du fonctionnement des panels citoyens. Par ailleurs, dans la résolution, c'est bien le peu de confiance que vous faites à la réforme démocratique de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Non. Donc l'amendement 5 avec avis défavorable des rapporteurs. Qui est pour? Qui est contre?
Il est rejeté. L'amendement numéro 2 de Monsieur François, encore. Merci, Monsieur le Vice-président. Chers collègues, nous vous proposons de supprimer l'alinéa 21. Les parlements nationaux sont le fondement de la souveraineté démocratique des pays membres. Ils sont élus directement par les citoyens et représentant leurs intérêts spécifiques, leur culture et leurs valeurs nationales. Réduire le poids législatif des parlements nationaux affaiblirait la capacité des citoyens à influencer directement les décisions politiques qui les concernent. Les parlements nationaux sont plus proches des préoccupations quotidiennes des citoyens que les institutions européennes. Ils ont une meilleure compréhension des besoins et des réalités spécifiques de leur pays, de leur région et de leur communauté. En conservant un poids législatif fort, les parlements nationaux peuvent mieux représenter les intérêts et les préoccupations des citoyens au niveau national, attachés au territoire. Les décisions prises au niveau national par les parlements élus démocratiquement sont perçues comme légitimes par les citoyens. La perte de poids législatif des parlements nationaux pourrait entraîner une perte de confiance des citoyens envers les institutions européennes, perçues comme éloignées et déconnectées de leur réalité nationale. Merci. Avis des rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Bien, l'amendement que nous présentons ici répond justement aux critiques que vous formulez, chers collègues, puisque l'idée, c'est de renforcer la place des citoyens et de leurs représentants au Parlement européen en cassant le monopole de l'initiative législative qui reste aujourd'hui entre les mains de la Commission européenne. On veut donner un véritable poids politique au Parlement européen, lui permettre de lancer et d'ouvrir ses propres textes et ses propres initiatives. Et je trouve que c'est une drôle de conception de la démocratie européenne, alors que vous-même, vous avez des parlementaires au Parlement européen. À ce moment-là, à quoi ça sert d'envoyer des parlementaires au Parlement européen si vous ne leur donnez pas le pouvoir de proposer leur propre texte de loi? Autant pas se présenter à ces élections. Donc nous pensons qu'il faut renforcer le pouvoir du Parlement européen, de sorte à ce qu'il y ait un véritable pouvoir d'initiative législative du Parlement européen, et ça n'enlève rien aux parlements nationaux, puisque ce mécanisme irait de pair avec le mécanisme, la procédure du carton vert, qui permettrait aux parlements nationaux d'inciter le Parlement européen et la Commission à adopter une initiative législative dans un domaine où l'action de l'Union serait considérée comme nécessaire ou plus efficace. Donc les deux vont de pair. Avis défavorable. Réaction dans la salle? Non. Nous passons au vote. Donc amendement numéro 2 avec avis défavorable des rapporteurs. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 6 de Monsieur François. Merci, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Nous proposons à l'alinéa 22 d'ajouter les mots suivants: que de tous les participants, incluant celle de la plateforme numérique. Les conclusions ne tiennent pas en compte des recommandations de la plateforme numérique, or celle-ci a montré des positions de citoyens variées et pour un nombre non négligeable, émettant des réserves sur la construction européenne que les conclusions des différents panels ne relèvent pas. Cela semble particulièrement notable pour les questions d'immigration. Ne pas intégrer une demande populaire à minima la notifier comme l'expression d'une part non négligeable des citoyens européens et ou serait un véritable déni de démocratie, alors que l'objet même de la conférence sur l'avenir de l'Europe est de renforcer la démocratie. Ne pas voter cet amendement montrerait que le visage de l'Europe que vous défendez est celui d'une construction qui ne se réclame de la démocratie que lorsqu'elle semble aller dans votre sens. Avis des rapporteurs. Défavorable. Très bien. Sur l'amendement numéro 6, donc avec avis défavorable des rapporteurs, qui est pour? Qui est contre? Merci. Nous allons passer au vote de la proposition de résolution. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée. Notre collègue... Je félicite les rapporteurs pour leur travail. Notre collègue s'en va. Je vous retiens encore 20 secondes, puisqu'il y a un... Madame Laernous, merci beaucoup. À tout à l'heure en hémicycle. Il y a juste un deuxième point à l'ordre du jour. Nous devons nommer un rapporteur sur la proposition de résolution européenne relative à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles en vue de prémunir et de combattre les abus sexuels sur enfants. Cette proposition de résolution devrait être déposée d'ici la fin de semaine, de sorte que notre commission pourra l'examiner mercredi prochain à 13h30. Pour ce rapport, je vous propose, conformément à la règle posée par le bureau de notre commission, de nommer l'auteur de la proposition de résolution, soit notre collègue démocrate Perrine Goulet. Y a-t-il des objections à cette nomination? Aucune. Je félicite Madame Goulet. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin d'après-midi.